effectivement, il y a beaucoup de trous dans les avions. Il y en a environ, enfin, il peut y en avoir jusqu'à 3 millions. Alors, ne serait-ce que pour assembler les pièces quand on le construit. Donc, il y a des trous de rivets, tout petits, très nombreux. Il y a des trous fonctionnels qu'on connaît tous, les hublots, les portes, pour passer le train d'atterrissage. Des trous qu'on voit moins pour passer les câbles hydrauliques, électriques. Donc, il y a beaucoup de trous. Et effectivement, en mécanique, on n'aime pas trop les trous parce que ça génère ce qu'on appelle des concentrations de contraintes. C'est-à-dire que le flux d'effort, au lieu d'être complètement uniforme, se concentre en quelques points du bord du trou. Donc il faut tenir compte de ça quand on dimensionne les pièces. Donc il peut y avoir des problématiques liées à la manière dont on a fait le trou, à son état de surface, aux petits défauts géométriques, aux défauts peut-être du matériau à cet endroit-là, donc on ne peut pas forcément anticiper. Donc il y a à la fois une partie calcul, à la fois une partie essai, et puis en parallèle sont développées, comme dans le cas de nouveaux matériaux, de choses comme ça, des modélisations pour essayer d'être en capacité de prédire le comportement de ces trous en mécanique. On utilise de la modélisation pour prédire, mais après il y a toujours une étape d'essai, de validation. Il n'y a pas un avion qui vole sans que les pièces aient été testées, soit en chargement statique, soit ce qu'on appelle en chargement répété, puisqu'un avion, voilà, ça a maintenant des fois certains plus de 20 ans de durée de vie, donc il faut être sûr aussi que voilà, l'évolution, le vieillissement ne va pas provoquer des problèmes. Donc ça, on a du mal à le modéliser, à l'anticiper, donc on fait des essais toujours pour certifier, être sûr que les avions peuvent voler. Les trous sont des zones de faiblesse mécanique, c'est certain. Il y a dans les années 50 où il y a eu 4 ou 5 comètes voilà, qui se sont disloquées en vol, voilà, donc tout équipage perdu, etc. Et en fait, ils ont fini par comprendre que c'était l'association d'un problème mécanique lié au trou et d'un autre problème qui s'appelle la fatigue des matériaux. Et donc des fissures qui s'initiaient au bord des hublots et qui se propageaient et puis donc, qui menaient à la rupture complète de la structure. Et depuis, donc, on fait très attention aux trous, on fait très attention aussi aux problèmes de fatigue des matériaux. Et on essaie de mettre tout ça ensemble avec beaucoup de coefficients de sécurité. Les coefficients de sécurité, c'est par exemple, on sait que je sais pas, une pièce, par exemple trouée, quand on a fait nos calculs, on a fait nos essais, on trouve une certaine valeur de sollicitation d'effort qu'elle peut subir. On divise par 2 cette valeur. Donc c'est le facteur de sécurité de 2, en disant on ne veut pas que dans la vie de l'avion, elle voit la moitié de cette charge-là, dont on est sûr, voilà, expérimentalement on en est sûr, mais comme on ne sait pas ce qui peut arriver d'autre, on divise par 2 et quand on dimensionne la pièce, on veut être sûr qu'en fonctionnement, ça ne dépasse jamais la moitié de cette valeur-là. Pour les trous, on va dire chargés de manière statique, c'est le même coefficient de sécurité que pour une autre pièce. Par contre, il y a le fameux phénomène de fatigue des matériaux. C'est comme la fatigue des gens, c'est-à-dire qu'on nous demande de monter 2 étages dans la journée, tout va bien. Si on nous le demande de le faire 150 fois dans la journée, on va être fatigué. Un matériau, c'est pareil, c'est-à-dire on a déterminé expérimentalement, par exemple, qu'il peut résister à telle charge. On lui dit, bon, on va prendre 1/10 de cette charge-là, donc ça va être tranquille, il va résister, mais si on lui fait voir 1 million de fois cette charge, eh bien, il va y avoir un endommagement de la microstructure qui va pouvoir conduire à la création de fissures et éventuellement la propagation de fissures et éventuellement la rupture de la pièce. Et ça, c'est un phénomène voilà, qui est beaucoup plus difficile à modéliser, à étudier. Donc on fait des expérimentations, mais c'est très sensible à plein de choses. Ça dépend du matériau, ça dépend du cycle de chargement que ça peut voir. Donc on imagine bien que voilà, un avion, il y a des gros cycles qui sont les phases de décollage, croisière, atterrissage et roulage. Mais même dans ces cycles-là, par exemple quand on est en croisière, donc on sait qu'on va être pressurisé par rapport à ce qu'il y avait au sol, donc ça fait déjà une charge, un cycle. Et en plus de ça, on sait aussi que par exemple la température change.
le taux d'humidité va changer aussi. Donc là, on a parlé des trous qu'on avait introduits, qu'on était obligé d'introduire pour faire fonctionner l'avion, pour le fabriquer. Il y a aussi effectivement potentiellement des impacts qui peuvent arriver soit au roulage des graviers ou des pièces laissées par des avions avant, les phases surtout de décollage, les oiseaux. Alors ça, si ça fait vraiment un trou, c'est vraiment grave, donc voilà. Par contre, ça peut faire des bosses, ça peut endommager, peut-être même, c'est peut-être pire, parce que justement, c'est pas un trou qu'on voit, mais par contre, il y a quand même un endommagement des matériaux. Il faut s'assurer que ça fonctionne bien dès qu'il y a eu un impact, qu'on peut quand même continuer à voler et atterrir. En fait, il y a des études donc, expérimentales. Alors, par exemple, à l'Institut Clément Ader, il y a une plateforme donc, mutualisée avec Airbus et avec l'IRT Saint-Exupéry qui s'appelle SteamPack, qui est en capacité d'envoyer à des vitesses, je pense, pouvant aller de 20 mètres par seconde à 800 mètres par seconde, des masses qui vont de quelques grammes à 2 kg. On regarde ce qui se passe avec des caméras ultra rapides, on essayait de mesurer nos grandeurs à nous de mécaniciens, donc la déformation, les vitesses de déformation, les choses comme ça. On inspecte aussi la pièce, c'est-à-dire voilà, quel est l'endommagement, si c'est un composite, est-ce qu'il y a eu de la délamination des fibres et des choses comme ça, sur quelle taille, voilà, quelle est la zone qui a été endommagée. Et après, on a ça. En parallèle, on va faire des modélisations numériques, des calculs, qui vont nous permettre éventuellement de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, ou inversement, on va enrichir les modèles avec ce qu'on a observé, pour essayer d'avoir des choses toujours pareilles, prédictives, et donc être en capacité de dire, ben voilà, tel matériau à tel endroit, s'il se prend un oiseau de telle taille, c'est bon, il pourra finir sa route voilà, en toute sécurité. On ne fait jamais confiance, en tout cas dans le domaine de l'aéronautique, à une modélisation prédictive. Et pour avoir la certification, les certifications, il faut toujours prouver par des essais que ça va résister. Donc après, justement, les autorités de certification donnent un catalogue d'essais voilà, que doivent subir carrément les structures. Hein. Là, on n'est même plus à l'échelle du matériau, on est à l'échelle de la structure. Et donc, il y a des essais qui sont faits chez Airbus ou dans d'autres endroits sur des cellules complètes pour valider tous ces cas-là. L'avantage de l'aéronautique, contrairement à notre voiture qu'on va prendre tous les jours, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent des visites en fait, très régulières pour inspecter tous les points qui peuvent voilà, causer souci. Le travail voilà, des chercheurs avec leurs modèles, etc., c'est de donner un intervalle d'inspection pour être sûr qu'on puisse en toute sécurité faire voler l'avion. Ce qu'il faut savoir, alors c'est vraiment pas pour effrayer les gens, c'est que si on interdisait à des avions qui avaient une fissure de voler, tous les avions resteraient au sol. Mais par contre, on maîtrise. C'est-à-dire que justement, c'est ce qui s'appelle l'approche tolérance au dommage, c'est qu'on sait qu'il y a une fissure à cet endroit-là, si on a bien travaillé, on connaît bien notre matériau, on connaît bien les sollicitations, etc., on est en capacité de dire « Oh là là, il peut encore voler 5000 vols, la fissure, elle aura avancé d'1 millimètre, il n'y a pas de danger. » On met là-dessus un petit coefficient de sécurité quand même, et du coup, au lieu de faire l'inspection à 5000 vols, on l'a fait à 2500 vols. Et on va voir là, est-ce que la fissure elle a effectivement avancé de ce que nos modèles ont prédit. Dans ce cas-là, super, pas de souci. Et sinon, bah, retour d'expérience, dans un sens ou dans l'autre, ça peut être positif aussi. Hein. Limiter le nombre de trous, c'est vrai que ça rendrait service aux mécaniciens. Après, que je sache, ça va quand même pas être facile. Notamment pour tout ce qui est assemblage. Alors même si avec les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux, on peut faire des pièces plus grandes, il y a quand même des assemblages à effectuer. Donc du coup, les autres technologies ne sont pas forcément au point. À la limite, les rivets, c'est encore ce qu'il y a de plus sûr. Après, par exemple, il y a les hublots. Ça,
pense qu'on pourrait s'en passer, mais je pense psychologiquement, les passagers ne sont probablement pas prêts à rentrer dans un avion sans hublot. Alors après, est-ce qu'on peut faire croire qu'il y a des hublots et faire passer des films, mais c'est sûr que oui, limiter les trous, ce serait super. Oui.